Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie donc d'être aussi nombreux à ce 7e week-end patrimonial. Donc je vois que parmi vous des têtes qui me sont familières, puisqu'on a beaucoup de fidèles qui s'inscrivent régulièrement tous les ans. Donc ce qui m'oblige d'essayer de varier, puisque si tous les ans on vous raconte la même chose, vous allez être saturé, mais grâce à l'imagination débordante de notre ministre des Finances, on aura toujours matière à parler. Donc je vais commencer ce matin par parler une heure sur un de mes domaines de prédilection, la société d'exercice libéral. Bon, je vais pas recommencer de A à Z puisque certains connaissent les choses, mais je vais présenter en fonction des nouvelles lois des finances qui sont en cours d'être votées. Et également, il y a eu un imprévu, c'est cette nouvelle disposition qui fait beaucoup de vagues et qui aurait pour objet d'étendre le champ d'application de la TVA à certains actes des professions médicales, et ce sera donc mon collègue associé, M. Petit, qui va traiter cet aspect-là. Donc, je vais parler de la SEL. Bon, je vais faire un petit retour historique. En gros, qu'est-ce que c'est la SEL? Eh bien, c'est l'accès à toutes les professions libérales, à la fiscalité plus favorable des sociétés commerciales. Lorsque je dis ça, c'est une évidence puisque nos députés ont prévu, avant de voter la loi, quelles étaient les motivations de la loi. Bon, il y a 3 motivations essentielles. Donc, c'est l'accès à la fiscalité favorable des sociétés commerciales, donc l'impôt sur les sociétés. Ensuite, il y a l'arrivée des capitaux extérieurs à la profession. Et ensuite, il y a l'interprofessionnalité. Alors aussi, même si nous avons un public essentiellement constitué de professions médicales, je sais qu'il y a quelques personnes qui ne sont pas professions médicales ni bénéfices non commerciaux, mais en gros, ce que je vais dire en matière d'impôt sur les sociétés, sous réserve de légères modifications, cela les concerne également. Bon, il y a juste quelques modifications. Donc, sur les sociétés d'exercice libéral, donc l'accès à l'impôt sur les sociétés, bon, depuis plusieurs années, il y a un consensus pour reconnaître qu'en période de croisière, c'est toujours plus favorable que le BNC. C'est pour ça que moi je constate dans ma clientèle que de plus en plus de jeunes diplômés, lorsqu'ils s'installent pour la première fois en libéral, choisissent l'exercice en société d'exercice libéral, et là c'est beaucoup plus simple. Bon, les difficultés, c'était pour les personnes qui, avant le vote de la loi, avaient commencé en BNC parce qu'ils n'avaient pas le choix, et qui, à un moment ou l'autre, décident de changer statut. Donc à l'époque, je vais faire bref, il y avait un problème de diabolisation de la SEL, et on avait toujours des relents de diabolisation de la SEL. Et donc, certaines personnes frileuses attendent, je pense qu'elles ont tort, et peut-être le matraquage en cours des contribuables peut-être va les inciter à basculer. Et donc, depuis quelques semaines ou quelques mois, j'ai une nouvelle catégorie de clients, ce que j'appelle les clients Hollande. Voilà. Alors, pour la sortie, là aussi, je vais faire bref. Bon, la SEL, un outil de capitalisation. D'ailleurs, je vous rappelle, pour ceux qui sont médecins, normalement, au cours du 4e trimestre 2001, oui, vous avez dû recevoir une lettre de Gérard Modrux, qui entre-temps est devenu président de la Caisse de retraite des médecins, et qui disait « Osons oser la SEL ». Point de suspension, parce que je ne vais pas tout répéter, il y a des millions d'euros à gagner le moment de la retraite venue. Alors je peux vous rassurer, tous les libéraux qui vont passer en SEL n'auront pas forcément 1 million d'euros
au moment de la retraite venue, mais je commence à avoir des professions médicales qui, grâce à la SEL, ont dépassé le million d'euros. Et certains, compte tenu de leur âge, et surtout s'ils continuent à bosser avec autant d'ardeur jusqu'à 65, voire 67 ans, pas tous, mais certains pourront avoir 2 ou 3 millions d'euros de côté. C'est déjà pas mal pour partir à la retraite, puisque j'ai vu récemment que la moyenne des retraites payées par la CAF aux médecins, c'était 2600 euros par mois. Donc, pas matière à faire des folies. Donc, pour la sortie, il y a plusieurs hypothèses. Bon, il y a forcément des meilleures et des moins bonnes. Bon, la première hypothèse, c'est de dire qu'effectivement, lorsque le libéral cesse d'exercer sa profession, il n'a plus besoin de sa SEL. Donc, ça veut dire qu'il va la dissoudre et il la liquide. Alors, effectivement, pour une SEL, au moment de la cessation d'activité du libéral, s'il y a une dissolution suivie d'une liquidation, pour simplifier, s'il y a 1 million de réserves, l'État va s'approprier 50%, même plus de 50%, puisque une distribution de réserves est assimilée à une distribution de dividendes. Bon, c'est pas tellement encourageant. Certaines personnes, d'après ce qu'on m'a rapporté, disent, eh bien, lorsque le fondateur arrête son activité, il change d'objet social. Bon, je pense que cette analyse ne me paraît pas tellement sérieuse, parce que la société d'exercice libéral, de par la loi, ne permet que l'exercice de la profession réglementée du fondateur. Donc ça veut dire que pour moi, ça exclut la possibilité de changer d'objet social. Et de toute façon, du point de vue fiscal, lorsqu'une société change d'objet social, eh bien, pour le fisc, ça correspond à une dissolution suivie d'une liquidation, puis la création d'une nouvelle société. Donc, on se retrouve à la case départ. Alors, évidemment, ces deux solutions ne sont pas très satisfaisantes. C'est pourquoi je propose une troisième solution, c'est de faire absorber la société d'exercice libéral en fin de carrière par la société micro-holding familiale. Et là, on a une certaine sécurité et une certaine pérennité, puisque le régime fiscal des fusions étant une législation de Bruxelles, ça veut dire qu'un État comme la France ne peut pas modifier unilatéralement cette législation. Et comme vous le savez, il y a 27 pays dans l'Union européenne, ils ont du mal à se mettre d'accord sur des choses très importantes, comme l'euro, etc., etc., le budget également, puisqu'il paraît que les Anglais ne veulent pas payer. Donc, si vous voulez, nos fonctionnaires de Bruxelles ont d'autres choses plus importantes à traiter que de modifier le régime fiscal des fusions, et c'est pour ça que je suis assez confiant à long terme sur cette solution, ce qui permettra de transférer au moment de l'arrêt de l'activité les économies qui seront toujours logées dans la société d'exercice libéral. Alors maintenant, j'en reviens sur l'actualité. Bon, les textes ne sont pas votés, mais enfin, vous savez que les gens qui travaillent, pas forcément les gens riches, vont être matraqués, on nous l'annonce gentiment. Alors, en matière de SEL, au début, où on avait peu de contraintes pour les dossiers que j'estimais qui marchaient relativement bien, j'estimais que le financement du libéral devait s'assurer 50% par rémunération de gérance et 50% par dividende. Ensuite, il y a eu cette fameuse loi que j'appelle les lois des 10%, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2009, de certaines caisses s'étant émues de voir que leurs contribuables les plus importants passaient un SEL et que dès qu'ils passaient un SEL, ils payaient pas moins en moins de cotisations et certains pas du tout.
Donc il y a quelques années, Gérard Modrux m'a expliqué qu'ils avaient identifié 30 médecins qui ne payaient aucune cotisation sociale pour la simple et bonne raison qu'ils appréhendaient leur train de vie sous forme de dividendes. Donc il y a eu une mesure anti-abus, donc à partir du 1er janvier 2009, les dividendes qui dépassent 10% du capital sont réintégrés dans l'assiette. En gros, ça décourage quand même. Alors, pour mes propres clients qui avaient des réserves assez plantureuses, eh bien, on a remonté les reports à nouveau, c'est-à-dire les bénéfices non distribués dans le capital, ce qui permet, disons, de distribuer davantage sans abonder sur l'assiette des cotisations sociales. Donc on avait trouvé un nouvel équilibre. Actuellement, dans l'évolution fiscale en cours, on nous annonce que le gouvernement Hollande a prévu d'aligner la fiscalité des revenus du capital sur la fiscalité des revenus du travail. Alors, à l'extrême limite, si vous voulez, pour moi, ça ne change pas fondamentalement le problème. Pourquoi? Eh bien parce que, si j'ai bien lu les projets, c'est que l'abattement de 40% est maintenu. Donc, dans la mesure où l'abattement de 40% sur les dividendes est maintenu, je ne pense pas que ça remettra énormément en cause les pratiques que j'avais observées jusqu'à présent. Ça, c'est le premier point. Alors ensuite, on va supprimer le prélèvement forfaitaire sur les dividendes. Alors moi, ça me fait sourire parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais lu dans la presse que 90% des gens qui avaient opté pour le prélèvement forfaitaire, en fait, payaient plus d'impôts que s'ils n'avaient pas opté. Alors je suppose que ce sont des gens mal informés où la banque leur a fait cocher une croix, qui ne comprennent pas du tout ce qu'ils faisaient. Donc, à l'extrême limite, la suppression du prélèvement forfaitaire sur les dividendes, à mon avis, ça ne touche très peu de gens. D'après les calculs faits à l'époque par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, si j'ai bonne mémoire, le prélèvement forfaitaire pour les dividendes commençait à être intéressant à partir du moment où on touchait plus de 40 000 euros de dividendes par an. Voilà, en gros. Donc, je ne pense pas que cette chose va handicaper nos clients. Au contraire, tous ces pauvres gens qui cochaient par erreur la croix pour le prélèvement forfaitaire, ils payaient plus qu'avant. Maintenant, ils ne cocheront plus la croix, ils paieront exactement ce qu'ils devaient payer. Alors, tout compte fait, bon, pour certains, effectivement, la selle, c'est la comparaison de la fiscalité des revenus du travail et la fiscalité dividende. À l'extrême limite, même s'il y avait une neutralité parfaite entre la fiscalité des dividendes et des revenus du travail, pour moi, je pense que la selle a toujours un intérêt, parce que c'est peut-être pas tellement développé. La selle est d'autant plus intéressante que le libéral et le fondateur utilisent sa structure pour capitaliser sa capacité d'épargne. Et d'après ce que je peux lire jusqu'à présent, les sociétés d'exercice libéral qui font partie des petites et moyennes entreprises, pour le moment, n'ont pas vraiment été touchées par les réformes fiscales, puisque les petites et moyennes entreprises sont plutôt vues d'un bon œil, puisque dans l'économie, c'est quand même un employeur très important, et dans un pays où il y a beaucoup de chômage, taper sur les gens qui créent des emplois, c'est pas tellement forcément une bonne solution. Donc, pour le taux d'impôt sur les sociétés, à l'exception des très grosses sociétés où ils ont une surcharge de 5%, mais en principe, dans la salle, il n'y a personne qui est concerné par la surcharge de 5% de l'IS. Le taux de l'impôt sur les sociétés n'est inchangé, c'est-à-dire 38 120 euros par an à 15% et 33 un tiers à 33 au-delà.
Alors, si on compare la fiscalité des sociétés avec la fiscalité des personnes physiques, on s'aperçoit que le différentiel en faveur de l'IS augmente, puisque au niveau des personnes physiques, le barème officiel, on a créé une nouvelle tranche de 45%, on avait passé par une étape intermédiaire de 41%, mais en réalité, en douce, on peut dire qu'avec les contributions supplémentaires etc., le taux, ça peut être 75% pour un nombre réduit évidemment de contribuables. Donc quand on vous dit le taux, c'est la tranche marginale, 45%, c'est bon pour l'affichage et les comparaisons internationales. Mais en fait, avec des contributions supplémentaires, soi-disant des contributions à court terme, on a largement au-dessus, ou voire on peut aller jusqu'à 75% pour un nombre limité de gens, mais enfin, ça existe, et ce sont quand même les locomotives de l'économie française. Alors, donc, je veux dire que le matraquage fiscal, si vous voulez, des contribuables personnes physiques rendent la SEL, pour capitaliser sa capacité d'épargne à 15 ou 33 un tiers, encore plus compétitif qu'avant. Voilà, disons, très sommairement, comment je vois les choses. Alors, éventuellement, il faudra faire quelques ajustements, mais pour moi, la SEL est très compétitive, pour gérer la capacité d'épargne de son fondateur. C'est pour ça que je suis très réticent à créer des CELARL à plusieurs associés, parce qu'à partir du moment où vous avez plusieurs associés dans la même CELARL, ça me paraît difficile de gérer son épargne avec des collègues, même si on s'entend bien au niveau professionnel, on peut avoir un profil patrimonial ou des objectifs extrêmement distincts. Et ensuite, je pense qu'il y aura toujours une prime par rapport à la perception des dividendes, ne serait-ce que par l'abattement de 40%. Et d'autre part, je rappelle que la rémunération de gérance, bien sûr, elle est imposée, mais elle sert aussi d'assiette des cotisations sociales. Alors, pour les cotisations sociales obligatoires des travailleurs indépendants, bon, il y a certaines cotisations qui vont être déplafonnées, et puis les taux vont être augmentés. Bon, à l'extrême limite, si on augmente les taux, mais si on augmente vos prestations, à l'extrême limite, il n'y a pas trop à dire, mais j'ai bien peur qu'on augmente les taux sans augmenter les prestations. Donc voilà un peu, très brièvement, comment je vois par l'utilisation de la structure de la société d'exercice libéral, compte tenu du nouveau contexte. Alors évidemment, les lois ne vont être définitives qu'au mois de janvier, puisque maintenant, une fois qu'une loi est votée, un certain 40 parlementaires peuvent se précipiter au Conseil constitutionnel pour faire juger que la loi n'est pas valable. Donc on va savoir les choses définitivement quand le Conseil constitutionnel se sera prononcé, disons, vers la mi-janvier, quoi, en gros. Voilà. Est-ce qu'à ce niveau-là, j'ai des questions où il y a des personnes qui souhaitent, disons, poser des questions, etc. Donc, à l'extrême limite, bon, c'est vrai que les contribuables vont payer plus, mais ça, je crois que malheureusement, tout le monde en est conscient, mais pour moi, les contribuables, enfin, les professions libérales qui sont en CELARL, paieront un peu plus qu'avant, mais le paieront de toute façon beaucoup moins que ceux qui sont en BNC. C'est pour ça que certaines personnes qui ne voyaient pas vraiment la nécessité de créer une CELARL, maintenant remettent en question leur politique d'attente et se décident à créer une CELARL parce qu'ils anticipent l'accroissement de ces prélèvements obligatoires. Oui. Exact, comme avant. Alors,
Si vous voulez, actuellement, il y a un terme à la mode, c'est ce qu'on appelle le rabotage. Alors, le rabotage, quand on touchait des dividendes, donc si on est contribuable isolé, on avait environ 1500 euros d'exonérés, c'était toujours bon à prendre. Si vous multipliez ça par 10 ans ou 20 ans, c'est quand même... Alors ça, c'est supprimé. Alors si vous étiez en couple, vous aviez les premiers 3050 euros qui étaient exonérés. Là aussi, c'était un avantage, c'était bon à prendre, surtout si vous multipliez cet avantage sur une durée de 10-20 ans. Également, dans les aspects négatifs, mais à mon avis, je n'ai pas insisté parce que pour moi, ça ne remet pas en cause l'intérêt que je vois dans la CELARL. Depuis le 1er janvier 2012, la CSG-CRDS est passée à 15,50. Ceci dit, actuellement, la CSG-CRDS, ça s'applique quasiment à tout ou presque tout, donc ce n'est pas un facteur de discrimination. Mais ça fait partie du rabotage, etc. Effectivement, alors aussi il y a d'autres éléments, mais peut-être qu'ils vont être repris au cours du séminaire, notamment par le professeur Philippe Régnier, puisque je lui ai demandé de traiter l'actualité de la fiscalité du patrimoine, et donc lui va revenir en détail sur ces notions. Voilà. Donc pour moi, je pense que les dividendes seront toujours compétitifs. Évidemment, c'est moins intéressant aujourd'hui que cela a pu l'être il y a 5 ans ou 10 ans. Mais en réalité, il ne faut pas comparer la fiscalité des dividendes aujourd'hui. Il faut comparer avec l'alternative, qu'est-ce qui se passerait si le libéral, au lieu d'avoir opté pour l'exercice en CELARL, était resté en BNC. Et puis je vais plus loin, si vous voulez. Puisqu'au début de l'application de la loi sur la CELARL, il y a eu une diabolisation. Alors il y avait un argument massu qui revenait souvent, qui disait la CELARL, c'est un voyage sans ticket retour. Ouais, c'est terrible. En fait, rien n'est plus faux, parce que si je me trompais et qu'on s'apercevait que c'est plus facile, c'est plus agréable pour le contribuable de ne pas prendre dividende, dans la mesure où vous êtes seul dans votre CELARL, vous faites les arbitrages que vous voulez. À ce moment-là, eh bien, c'est très simple d'augmenter la rémunération de gérance. On peut même augmenter la rémunération de gérance de façon que le résultat fiscal soit égal à 0. Et à ce moment-là, vous avez une CELARL qui fonctionne comme un BNC. Par contre, l'inverse n'est jamais vrai. Un BNC ne peut jamais fonctionner comme une société à l'IS. Donc, les gens qui ont dit la CELARL, c'est un voyage sans ticket retour, c'est de la foutaise. Ça veut dire que vous êtes en CELARL, c'est vrai que dissoudre une CELARL pour passer en BNC, ça n'a pas de sens, mais par contre, à l'intérieur de votre CELARL, si vous êtes seul, parce qu'à ce moment-là, vous faites les arbitrages qui vous sont le plus favorables, progressivement, vous augmentez la rémunération de gérance, mais de toute façon, si vous voulez, pour moi, le top de la CELARL, bien sûr qu'il y a des petits arbitrages entre rémunération de gérance et dividendes, mais vraiment le top de la CELARL, c'est la quote-part du bénéfice qui représente la capacité d'épargne du libéral qui peut gérer avec un prélèvement maximum de 33/1. Ensuite, après, on va déborder sur mon deuxième sujet qui est la méthodologie. Pour moi, c'est très lié. Donc, voilà. Donc, bien sûr, tout le monde va payer un peu plus d'impôts. Ça, c'est une évidence. Mais je suis toujours convaincu que les personnes en CELARL, et pour ceux qui ne sont pas professionnels, qui exercent soit un bénéfice agricole ou un bénéfice industriel et commerciaux, eh bien, ils ont toujours intérêt à exercer à l'intérieur d'une société à l'impôt sur les sociétés. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres... Oui. Alors, effectivement,
effectivement, jusqu'à présent, les gérants majoritaires de César avaient droit à un abattement forfaitaire de 10%, mais je crois que ça va être supprimé dans le gravotage. Mais ça, c'est le passé, si vous voulez. C'est le passé. Moi, personnellement, bien sûr que les gens qui étaient gérants majoritaires, ils avaient droit à l'abattement forfaitaire. Ils en profitaient, mais pour moi, je n'ai jamais mis à l'avant. Je ne l'ai jamais mis à l'avant. Moi, je crois que ce qu'il faut mettre à l'avant, enfin, peut-être je ne l'ai pas fait de façon assez explicite, mais maintenant je le fais de plus explicite, c'est quand même de gérer votre capacité d'épargne avec un prélèvement fiscal de 33,1 €. Ce n'est pas cher par rapport à 45 plus CSG, CRDS, et parfois ça peut aller jusqu'à 75%, mais malheureusement je n'ai pas de clients qui vont payer 75%, donc je le cite uniquement pour mémoire. Comment ? Ouais, mais j'ai pas de clientèle de footballeurs, mais c'est dommage pour eux. Mais à l'Estrémimite, bon, c'est comme ça. Hein. Bon, c'est pas forcément les plus à plaindre quand même. Il faut être logique. Hein. Oui. Mais les 33 sauf que nous, on a besoin de vivre et de pas vivre avec un champ d'assez. Donc, j'ai une sorte d'assez, donc on est passé par la case un peu sur le lit. Alors, si vous voulez, dans ce que vous dites, il y a du vrai, mais je vais vous rappeler un tableau que je fais souvent, mais votre question me permet de réactualiser ce tableau. En gros, votre question revient toujours à quelque chose qui n'est jamais dit de façon explicite, mais votre question me permet de développer, c'est comment financer son train de vie. Alors, il y a les revenus du travail. Bon, traitement et salaire, je ne peux rien faire. Ou il y a d'autres stratégies fiscales que, à mon avis, qui n'intéressent personne ici. Vous avez des bénéfices agricoles. Alors souvent, c'est des déficits, mais apparemment, j'ai vu que les cours des matières premières augmentaient. Peut-être nos agriculteurs pourront quand même bénéficier de la hausse des matières premières. Bon, les gens qui sont en BIC depuis très longtemps, ils ont une liberté totale de s'organiser. Donc les BNC, c'est 90% de l'assistance aujourd'hui. Et j'assimile à revenus du travail les revenus fonciers. Bon. Ben, qu'est-ce qu'on peut dire ? Allez, ça peut aller jusqu'à 75%. En réalité, il y aura très peu de gens qui sont concernés, parce que de toute façon, ceux qui concernent, ils déménagent. Hein. Mais disons, pour être plus réaliste, ça va être 45% plus 15,75. Donc ça va faire 60,75. Alors quand j'ai commencé ce tableau il y a longtemps, on était beaucoup plus bas. Hein. Alors ensuite, vous avez les revenus du capital. Bon. Pour revenus du capital, ça veut dire quoi ? C'est une société à l'IS et dividendes. Alors, sans revenir longtemps en arrière, il y a eu une période qui était bénie pour les bénéficiaires à dividendes, c'était l'avoir fiscal. C'était formidable. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas aperçus. Les dividendes,
Actuellement, il y a un abattement de 40%, donc qui ne sera pas remis en cause, apparemment d'après ce que j'ai lu. Et ensuite, il y a ce qui plombe les dividendes, c'est la CSG CRDS. Actuellement, c'est 15,50. Je tiens à rappeler qu'il y a aussi de la CSG sur la CRDS ici, sauf qu'elle est encaissée par l'URSSAF et que les gens ne font pas attention, ils payent leur chèque à l'URSSAF, ils ne vont pas décortiquer, etc. Donc, si vous voulez, il y a une... Et donc, quand vous comparez ces deux colonnes, bon, ici, vous avez un abattement de 40%. La raison d'abattement de 40%, c'est parce que ce bénéfice a déjà été taxé dans la société, bien entendu. Par contre, ici, l'assiette des salaires, il faut aussi intégrer les cotisations sociales obligatoires qui vont monter. Alors, évidemment, ici, le calcul, c'est de la règle de 3, ça va assez vite. Ce qui est intéressant à regarder, c'est les plus-values. Alors, les plus-values, il y en a de deux catégories. Il y a les plus-values taxables. Sans remonter au déluge, au début, c'était 6%. Les gens payaient sans discuter. C'était pas cher. Ça a longtemps plafonné à 16 ou 19% plus CSG, CRDS. Donc, on arrivait à 30, entre 30 et 32, 33%. Donc, ça correspondait à l'avant-dernière tranche du barème. Bon, maintenant, on nous dit que, sauf exception, les plus-values, c'est le taux progressif. Alors, il y a eu ce qu'on appelle le mouvement des pigeons. Alors, les pigeons, c'est formidable, puisque ça démontre la puissance d'Internet. Les pigeons, c'était des chefs d'entreprise qui voulaient bâtir de la plus-value, puis ils sont aperçus que ça devenait moins intéressant. Donc il y a eu un mouvement et le gouvernement a fait un peu machine arrière pour les pigeons. En fait, c'est les créateurs d'entreprises. Hein. Je trouve que le pigeon, c'est charmant. Donc là aussi, c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste les plus-values exonérées. Alors, les plus-values exonérées, alors, il y en a deux catégories. Il y en a qui sont exonérées de plus-value et exonérées de CSG, CRDS. Il y en a de moins en moins. C'est de plus en plus rare. Et puis, vous avez des plus-values qui sont exonérées d'impôts, mais qui entraînent le paiement de la CSG, CRDS. De toute façon, c'est mieux que là, hein. C'est mieux que là, mais bon, c'est pas terrible. Alors, vous avez la résidence principale. Bon, il faut quand même le savoir. Vous avez souvent, lorsqu'on a créé une SCI, comme à une époque où les banques étaient beaucoup plus généreuses, elles finançaient 100%, même certaines finançaient les droits d'enregistrement. Ceux qui ne font pas faire des comptabilités pour leur SCI, ils ont tort parce que, au fur et à mesure qu'ils remboursent la banque, en fait, la SCI, au lieu d'être endettée vis-à-vis de la banque, s'endette vis-à-vis des associés. Donc, vous pouvez avoir des comptes courants d'associés. Donc, c'est de l'argent qui est censé avoir payé l'impôt sur le revenu, l'IR, donc que vous pouvez appréhender sans prélèvement fiscal. Bon, il y a l'assurance vie. Bon, l'assurance vie, il faut attendre plus de 8 ans. Et puis, l'assurance vie, bon, c'est quand même tentant pour l'État, il se sert de plus en plus. Et puis, le gros problème de l'assurance vie, c'est que ça ne protège pas les assurés contre les risques d'inflation. Et également, votre assurance vie, si pour améliorer ses résultats, elle a prêté de l'argent à la Grèce, au Portugal ou à l'Espagne, elle risque un jour de ne jamais pouvoir vous rendre votre argent. Enfin, ça, c'est un autre détail. Vous avez les PEA. Là aussi, il faut être patient, il faut attendre 8 ans. Et ensuite, vous avez
Le régime des plus-values des petites entreprises, mais en principe, pour en bénéficier, il y a un chiffre d'affaires relativement bas, donc il y a très peu de gens qui peuvent en bénéficier. Et également, vous avez des plus-values pour le régime du départ à la retraite. Donc, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'à un moment, il faut financer son train de vie, et c'est pour ça qu'avant de prendre une grosse rémunération de gérance, ou avant de déclencher des dividendes élevés. Alors aussi, j'avais oublié l'immobilier au-delà de 30 ans. Hein. Voilà. Plus-value immobilière au-delà de 30 ans. Donc, il faut être très patient. Alors, il est évident qu'avant 15 ans, c'était formidable, parce qu'en général, les gens empruntaient sur 12 ou 15 ans. Une fois qu'ils avaient fini de payer leur crédit, le bien était disponible, ils pouvaient le refinancer, le revendre. 30 ans, c'est beaucoup plus long. Donc, pour... Comment ? Sur la lutte pour l'immobilier au-delà de 30 ans, maintenant, d'accord, une loi de finances accorde une remise exceptionnelle. Oui, mais vous savez, c'est pas très généreux. Mais... Oui, c'est pas très généreux. Moi, 15 ans où on ne payait rien, c'était mieux. Mais je pense que ceci va être retraité cet après-midi par le professeur Philippe Régnier. Donc voilà, j'essaie de répondre au docteur Otino. Oui, c'est vrai. Si vous voulez, moi je dis que à un moment, si vous voulez, avant de financer son train de vie sur ces deux colonnes qui sont relativement onéreuses, entre guillemets, il faut faire un peu l'inventaire de savoir s'il y a quelque chose à récupérer là. Alors, s'il y a quelque chose, eh bien, c'est bien. S'il n'y a rien, ben, effectivement, après, à un moment, il faut vivre et que, comme j'ai dit, que le différentiel entre la fiscalité des revenus du travail et les revenus du capital diminuait. Le gain qu'on peut espérer se réduit éventuellement, mais comme, pour moi, ça c'est un arbitrage marginal, le vrai arbitrage ou le vrai intérêt de la SEL, c'est de gérer sa capacité d'épargne après avoir versé 33 tiers d'impôt sur les sociétés. Voilà, donc, mais c'est bien votre question puisque ça me permet de recadrer dans un cadre beaucoup plus large. Donc, personnellement, la première chose avant de fixer qu'est-ce qu'on va prendre comme gérance, qu'est-ce qu'on va distribuer, il faut faire le point et voir s'il y a quelque chose à gratter dans la colonne exonérée, sachant qu'il y a deux catégories d'exonération, exonération totale et exonération uniquement d'impôt sur les plus-values. Mais là aussi, comme ça change beaucoup, je ne veux pas rentrer dans le détail et je ne veux pas non plus empiéter sur l'exposé que va vous faire cet après-midi le professeur Philippe Régnier, qui est certainement beaucoup plus compétent que moi en ce domaine. Écoutez, ce que je propose, bien sûr. Alors, le plan d'épargne d'entreprise, c'est vrai que pour moi c'est un gadget, mais pourquoi pas. Sauf que j'ai cru lire qu'avant, il y avait un prélèvement de 8% qui était passé à 20%. Alors, ouais, oui, mais enfin, on vous pique du 20%, quel que soit le titre, on vous pique 20% au passage. Donc, si vous voulez, bon. Oui, mais il faut payer avant. Beaucoup. Il faut beaucoup. Je ne suis pas vraiment un fanatique de ces produits-là. Bon, et je me rendais compte, enfin, c'est pas que ça m'a fait plaisir, mais quand j'ai vu que le prélèvement forfaitaire était passé à 20%, je me suis senti rassuré de ne pas avoir trop recommandé ce système-là. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Voilà. Il y aurait